sociale et professionnelle, la ville, en partenariat avec l'établissement public de formation, met en place une action citoyenne intitulée Chantier graffeur, création de fresques murales lamentées à destination de 14 jeunes demandeurs d'emploi en grande difficulté, âgés de 18 à 30 ans, sans qualification ni diplôme. À travers cette formation, Guadeloupe Formation permet à des jeunes lamentinois d'acquérir les techniques, les connaissances et le savoir-faire qui mènent au métier de la peinture artistique et les accompagne vers la qualification du certificat de compétences professionnelles de CCP2, niveau 6 du titre professionnel fait décorateur. Ce projet de vie aura pour finalité la réalisation de graffitis sur des façades murales mises à disposition par la commune dans un but d'embellissement de la cité. Cette forme d'expression artistique permettra à ces jeunes en quête d'insertion sociale et professionnelle de s'exprimer, de se faire connaître et de s'épanouir. Cette formation diplômante se fera sur une durée de 1 an, du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 18 décembre 2020, sous réserve de modification, soit un total de 1800 heures. Alors si après il y a le tableau des différents modules et le nom des formateurs. La commune se charge de proposer 14 jeunes demandeurs d'emploi âgés de 18 à 30 ans, sans qualification ni diplôme. Mettre à disposition une salle pour la partie théorique, mettre à disposition des façades murales pour la partie pratique, verser une subvention de 9 000 € à Guadeloupe Formation pour sa participation financière au projet. Le plan de financement de Guadeloupe Formation est le suivant. Alors, avec un budget de montant de 288 600 €. Alors, les charges. Projet pédagogique globaux, 181 048 €. Il comprend la formation grapheur, création murale, 178 948 €. L'accompagnement social et professionnel, 2100 €. Les achats, 28 900 €, qui comprend les fournitures, petit équipement pour 1 900 €, fourniture pédagogique matière d'œuvre pour 27 000 €, location transport 1 700 €, transport collectif 1 000 €, charge de personnel 75 952 €, rémunération personnelle d'études 7 352 €, rémunération stagiaire 68 600 €, total des charges 288 600 €. En produits, subvention FSE 191 400, subvention État 19 600 €, collectivité mairie Lamentin 9 000 €, service rémunération 68 600 € et avec un total de produit de 288 600 €. Je vous invite à en délibérer. Merci. Merci, chers collègues. Alors, avant d'en délibérer, on va demander à M. Ravillon, M. Mauricia, de faire une présentation avant d'ouvrir les débats avec les collègues. Donc, venez à nous. Je dis bonjour à tous. Je vous remercie de nous avoir invités afin de pouvoir vous présenter le projet. Je pense que le cadre a été posé par la dame qui vient de présenter le projet. Moi, pour ma part, je vais apporter peut-être quelques petites précisions, mais qui vont rester toujours en adéquation avec ce que nous avons entendu. Alors, de quoi parle-t-on? C'est d'un projet de graffeur qui a pour mission d'embellir les murs du stade. Donc, comme on l'a décrit, ce sera des jeunes Lamentinois qui, accompagnés de professionnels, qui vont pouvoir embellir les murs. Alors, il faut savoir que c'est un chantier qui a été initié par Guadeloupe Formation. Alors, souvent on parle de l'école de la deuxième chance et de Guadeloupe Formation. Depuis, vous avez certainement entendu qu'il y a une fusion
de 3 entités, l'école de la deuxième chance, la Cité des métiers et l'ex-Guadeloupe Formation qu'on appelait autrefois l'EPA. On les a fusionnés, on a donné naissance à un organisme qui s'appelle Guadeloupe Formation. Alors cet organisme prend en charge tout ce qui, c'est-à-dire l'orientation des stagiaires, la formation et aussi l'insertion. Et dans 2 domaines différents qui est la préqualification et la qualification. Alors bien sûr, Guadeloupe Formation, dans sa mission, doit permettre à chaque individu de pouvoir s'insérer sur le territoire par le biais des formations. Alors de quoi est-il question? Il est question du street art. Vous savez, c'est un nouveau concept que nous avons vu et qui a pris naissance en Guadeloupe, mais il faut savoir que ce concept a pris naissance depuis les États-Unis. Tout au début, et ensuite tout au début des années 70, on a vu apparaître ce concept sur le territoire national, notamment en métropole. Et ça a pris naissance en Guadeloupe au début des années 90, où on voyait un peu tous les murs avec des graffitis. Et de plus en plus, les jeunes se sont appropriés ces murs et ont commencé à dessiner. Lorsqu'on longe un peu la route en face du Vélodrome, on va porter, on espère tous, ou nous sommes tous dans l'attente d'un monde meilleur. C'est un peu dans cet esprit-là que la commune a voulu aussi embellir ces murs. Alors, il faut savoir que la rue a toujours été un espace d'éducation. Même si on ne le veuille pas, ça a toujours été un espace d'éducation, notamment dans le domaine artistique, que ce soit pour l'islam, que ce soit pour la danse et aussi pour le dessin. On a vu les jeunes s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ces moyens d'expression. Maintenant, lorsqu'on a voulu canaliser tout cela, on s'est rendu compte qu'il y avait des talents et c'est ce qui a permis justement à ces jeunes de s'exprimer. Et c'est pour cette raison que nous disons aussi que la rue est aussi un espace de reconnaissance. Alors, bien sûr, ce projet a été initié par la société Tout est possible. Et le parrain de la manifestation sera le Dali, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'artiste. C'est lui qui aura une grosse mission d'encadrer et de pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir s'exprimer. Mais il a aussi quelque chose à apporter à ces jeunes, non seulement sur ce qu'il a vécu, sur son témoignage et son parcours de vie. On a souhaité justement prendre la tâche de ces artistes afin d'aider ces jeunes à pouvoir s'insérer. Alors, à qui s'adresse ce projet? Il a été précisé, mais je tiens à répéter, ça s'adresse à des demandeurs d'emploi, à des jeunes non qualifiés, sans diplôme, sans qualification, à des jeunes savant lire et écrire, comprendre une consigne en français, parce que maintenant, nous ne sommes plus pas à l'étape de l'illettrisme, c'est-à-dire qu'on travaille avec des jeunes qui maîtrisent déjà le savoir, écrire et compter. Et les qualités requises, ce seront des jeunes qui sont en mesure des capacités graphiques, qui ont le sens de l'observation, le sens artistique, et capables de pouvoir travailler de façon prolongée. Et ils auront justement à travailler, à peindre. Et à l'issue de ce parcours, il y aura bien sûr des validations. Alors je dois quand même préciser que ce parcours se fera en 2 étapes. Une première étape, ce que nous allons appeler la préqualification. Une seconde étape, la partie qualifiante. Et dans la préqualification, nous prévoyons un total de 520 heures, dans lequel le jeune va pouvoir acquérir les bases, on va renforcer ses bases, on va aussi travailler sur son savoir-être, on va l'aider justement à reconquérir ce qu'il n'a pas souhaité faire pendant son parcours scolaire et de l'aider justement à retrouver l'envie d'apprendre, l'envie d'aller plus loin, l'envie de s'exprimer. Après la partie préqualification, nous avons la qualification qui se fera sous forme de chantier. Ce qu'il faut surtout noter, ce sont des jeunes qui sont en rupture avec le système et nous n'avons pas voulu reproduire le système qui n'a pas fonctionné. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle un peu les modalités pédagogiques des mises en situation professionnelle, où le jeune est en situation, il n'est pas assis dans une salle de cours en train d'apprendre, mais il va apprendre en faisant, et c'est un peu sous forme de chantier d'insertion ou encore chantier école. Alors je préfère garder le terme chantier formation pour faire comprendre que ce projet, ce sera à la fois un projet d'apprentissage, mais en situation de travail. Alors ce projet, la partie qualifiée va durer 1800 heures, et comme l'a expliqué madame, donc
ce sera sur une période d'une année, ça va se terminer si on respecte les dates pour le 20 décembre 2020. Bien, alors, s'il faut vous rappeler rapidement de comment est organisé Guadeloupe Formation, nous avons différents pôles. Nous avons le pôle pédagogique qui assure la transmission des savoirs, bien sûr par le biais des formateurs, notamment de formateurs référents. Nous avons un pôle social qui aide le jeune justement à résoudre ces problématiques. Et ça, une des caractéristiques de Guadeloupe Formation, c'est que nous avons des assistantes sociales en interne qui accompagnent le jeune dans ces différentes problématiques. Nous avons un pôle orientation qui a la charge de travailler avec le jeune sur l'élaboration de son projet professionnel et à l'issue de ce parcours, de sécuriser ce parcours et de dire maintenant, au travers de ce qui a été observé, au travers des différentes évaluations, on a pu cerner un peu le profil du jeune. Et bien sûr, nous avons aussi un pôle insertion qui travaille en lien avec le monde des entreprises pour pouvoir insérer ces jeunes. Alors, nous avons obligation, après la formation, de suivre ces jeunes pendant 5 années. Donc, nous avons un service qui s'appelle le suivi post-formation, qui prendra en charge ces jeunes pour les accompagner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous prenons le jeune depuis son arrivée, pendant le parcours et après le parcours. Bien, je crois avoir fait le tour. Je ne sais pas si M. Mauricia, qui aussi... Alors, je tiens quand même à présenter M. Mauricia. Il est le coordinateur pédagogique en charge de l'action et c'est lui qui sera en contact avec les acteurs du terrain. Alors, je n'ai pas aussi parlé des partenaires qui vont devoir travailler sur ce projet. Nous avons le centre de formation fort et aussi le centre de formation du Greta qui seront là aussi pour la mise en œuvre du programme pédagogique. Je crois avoir fait le tour. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, M. Ravillon. Chers collègues, vous avez la parole pour Mme Badachi. Je voudrais juste comprendre, parce que sur votre dossier technique, il est dit que les 14 jeunes seront répertoriés à l'école de la deuxième chance. Alors ma question, est-ce que vous avez 14 jeunes lamantinois inscrits à l'école de la deuxième chance? En même temps, je lis que c'est la commune de Lamentin qui sera en charge de ces 14 jeunes. Éclairez-moi. Oui. Alors, à la première question, effectivement, vous avez certainement entendu sur les ondes, peut-être qu'on faisait la publicité. Mais dans le contrat que nous avons signé avec la commune du Lamentin, nous avons obligation de respecter ce contrat et nous avons décidé de prendre 14 jeunes lamantinois. Alors bien sûr, nous avons commencé déjà les informations collectives et jusqu'à maintenant nous avons 10 jeunes du Lamentin. Donc on va devoir travailler avec le pôle social pour encore recruter des jeunes lamantinois. Donc on veut arriver à ces 14 jeunes sur le Lamentin. Alors la deuxième question, est-ce que c'est la mairie qui prend en charge ces jeunes? Ça veut dire que non, nous prenons en charge les jeunes sur la partie pédagogique, comme je l'ai expliqué, sur la partie orientation, sur la partie sociale, et ces jeunes reçoivent une rémunération pendant le parcours de cette formation. Donc la part de la mairie a été, comme Madame l'a expliqué, qui est de 9 000 € simplement pour la matière d'œuvre, ce genre de choses. Mais l'ensemble, c'est-à-dire que nous prenons en charge le jeune depuis là son arrivée jusqu'à sa sortie et 5 années après sa sortie. Oui, Madame Sarr. La rémunération mensuelle du jeune est de combien à peu près? Alors ça varie. Le jeune qui n'a pas travaillé, Merci. ça peut varier en fonction. Est-ce que ce jeune a déjà travaillé ou est-ce que ce jeune a en charge des enfants, par exemple, si ce jeune a des enfants en charge. Alors la rémunération tourne autour de 300 voire jusqu'à 600 €. Alors ceux qui n'ont jamais travaillé, vont percevoir 600 €. Alors c'est un défraiement pour permettre à ce jeune de pouvoir se déplacer et de pouvoir se restaurer. Parce qu'étant des adultes, on estime qu'ils sont autonomes vis-à-vis des parents. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que de plus en plus, on cherche à mettre en place des formations sur le territoire pour éviter que ces jeunes aient à se déplacer, à voir toute la partie transport à payer. Donc c'est pour cette raison que nous avons souhaité mettre en place cette formation sur le territoire du Lamentin.
Madame Riga. Alors, il est dit que la réalisation de graffitis sur des façades murales. Alors, jusqu'à maintenant, je vous entends parler que du mur du stade. Est-ce que le projet ne porte que sur ce mur ou il y aura encore d'autres choix, de propositions qui seront faites au cours de cette année de formation ou bien nous aurons, nous comme visuel, que la fresque qui sera réalisée sur la façade du stade? Alors sur le cahier des charges, la convention qui a été signée, c'est sur les murs uniquement du stade. Donc si après le projet plaît et qu'on va aller plus loin, on sera en mesure peut-être de proposer un autre projet. Mais pour le projet, on va rester uniquement sur les murs du stade. Alors je tiens quand même à préciser qu'à l'issue de ce parcours, ces jeunes auront un CCP 2. Alors il faut savoir que maintenant les diplômes, les titres professionnels, ce sont un ensemble de CCP, c'est-à-dire ce sont les activités qui sont évaluées, qu'on attribue des CCP. Alors sur, par exemple, le métier de peintre en décor, dans ce métier, nous avons 2 CCP. Et le jeune aura la possibilité de passer le CCP 2. Donc ce sont des qualifications qui peuvent permettre de travailler, bien sûr, dans un domaine précis. Donc les jeunes à l'issue de ce parcours auront le CCP2. Donc ce sera déjà une partie du type professionnel du métier de peintre en décor. Monsieur Saint-Sylvie. Je voulais juste savoir si les thèmes qui ressortiront au travers de ces fresques seront des thèmes qui seront imposés ou est-ce qu'on fera appel à l'inspiration des jeunes qui seront choisis? Alors je pense que c'est une réalisation collective, collégiale. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas imposer, il faut rester aussi dans l'esprit du territoire. Donc je pense qu'il faut prendre en compte le terroir, le lamentin, prendre en compte son histoire, prendre en compte un peu ce qui fait le lamentin, et permettre à ces jeunes aussi d'apporter aussi leur créativité et de pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre au service du territoire et au service de la commune pour son embellissement. D'autres questions, chers collègues? Madame Balaji. Est-ce que je peux avoir des précisions sur l'accompagnement qui suit, l'accompagnement des 5 années? Ce sera quelle sorte d'accompagnement? Alors, l'accompagnement, c'est dans un premier temps d'aider le jeune à s'insérer. Donc ça peut être des emplois directs, si nous avons, parce que nous avons aussi des chefs d'entreprise qui cherchent des jeunes, donc nous pouvons aussi orienter ces jeunes. Si le jeune souhaite évoluer, nous avons des partenaires, notamment la DOM, et aussi des partenaires sur le territoire national avec les missions locales, avec les centres de formation, où nous pouvons aider ce jeune à aller se perfectionner sur le territoire. Si le jeune souhaite faire encore des formations en interne chez nous, nous sommes là encore pour les aider. Donc, c'est-à-dire que notre accompagnement portera sur son insertion directe si on trouve du travail, sur le développement de ses compétences, ou encore s'il y a d'autres problématiques, on serait prêt aussi à l'aider dans ce sens. Monsieur Béguin. D'abord, bonsoir à tous et je m'excuse pour mon retard, je suis rentré sur l'heure. Elle passe à 6h30. Mais j'ai entendu votre réponse à une question concernant les thèmes. Vous avez dit d'abord prendre en compte ce qui fait le lamatin. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu sur ce qui fait le lamatin? C'est pas. Sur cette partie, je ne pourrai pas répondre parce que c'est un travail qui sera fait avec l'équipe pédagogique, le jeune et bien sûr la collectivité du lamentin. Donc, dire qu'est-ce qui sera dessiné, je ne peux pas le dire. Mais en revanche, ce sera quand même, on va prendre en compte les doléances de tout un chacun. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Pomer. Bonsoir à tous. Vous aviez dit que la présélection des jeunes se fait par des lettrés. Par des lettrés. Oui. J'ai vu qu'il y a effectivement un contenu pédagogique. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu pédagogique et est-ce que la formation, elle est principalement que technique? Non. Alors, j'ai pas voulu entrer dans les modules que nous. Alors,
communication, nous avons des modules pour le développement des compétences clés, notamment des mathématiques, de la communication autour du français. Nous avons de la citoyenneté, nous avons la découverte du métier, donc l'aspect plus technique, et nous faisons un travail énorme sur le savoir-être du jeune. Donc, justement, le but c'est d'amener ce jeune à travailler sur ce savoir-être parce que, après avoir laissé l'école, on a ses habitudes. Donc il faut maintenant aider ce jeune à comprendre que dorénavant, il s'est engagé, il a une heure à venir, donc ce sont ces éléments que nous allons travailler avec ce jeune. Mais ce sont surtout sur le renforcement des savoirs de base. Alors sur la partie qualifiante, effectivement ce sera beaucoup plus technique parce qu'on aura déjà abordé l'enseignement général pendant la partie préqualifiante. Alors la partie préqualifiante, c'est juste renforcer les savoirs de base, découvrir le métier et travailler sur le savoir-être. Juste une précision. Vous avez dit qu'à l'issue de la formation, ils seront CC2, c'est ça? CCP2. CCP2. Ce qui veut dire qu'après, ils pourront encore faire des prestations pour la commune sur le territoire. Tout à fait. Mais dans le champ de leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils seront des décisions. C'est-à-dire que dans le métier de peintre décorateur, il y a plusieurs niveaux, enfin plusieurs CCP, pour envoyer le terme qu'on a utilisé au début. En revanche, nous n'allons pas aborder tous les CCP avec le jeune, nous allons aborder seulement la partie en capacité de pouvoir dessiner sur un mur. Et de façon, alors je reprends un peu les objectifs. Réaliser des travaux de peinture haut de gamme sur les murs du stade. Donc, ce sera réaliser des travaux intérieurs de peinture en qualité de finition sur des plafonds, des murs neufs ou des murs à rénover. Réaliser des travaux intérieurs de peinture en qualité de finition sur de la menuiserie, ça aussi on va devoir, même s'il n'y a pas de la menuiserie, mais il faut quand même que ces jeunes apprennent. Appliquer des enduits décoratifs prêts à l'emploi sur divers supports et réaliser en peinture des patines et des effets décoratifs sur divers supports. Ce sont un peu les points que nous allons aborder pendant la partie qualifiante. Madame Métoni. La question revient par rapport au mur du stade qu'on a prédéfini déjà dans notre contrat. J'aimerais savoir, est-ce que dans le contrat, il y avait un nombre de mètres linéaires qui était défini par rapport à ça, si nous avons bénéficié uniquement du mur du stade ou si nous pouvons bénéficier d'un autre mur? Est-ce que nous avons que le mur du stade? Ah oui, que le mur du stade. Donc ça veut dire qu'il y avait un nombre linéaire. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on avait mesuré, on avait calculé le coût de la matière d'œuvre, donc ça avait été vraiment quantifié pour le stade. On n'avait pas prévu d'autres espaces. Madame. J'aimerais juste une petite, enfin peut-être pas une petite remarque. Je trouve que juste le mur du stade, une année de formation, à mon sens, ça fait beaucoup. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir combler ce nombre d'heures juste avec le mur. Je dois avouer que le mur, quand je regarde un peu le tour, c'est assez long. Donc, il y a, alors dans la formation, il y a toute la partie théorique. Donc, il faut aider le jeune à comprendre un peu l'utilisation des couleurs, à travailler sur les échafaudages, à peindre. Et pour avoir vécu l'expérience sur le moule, puisque bon, j'étais aussi le directeur du centre du moule, nous avons eu à piloter un tel projet. Ils ont travaillé sur le mur, vous savez, vous avez une nouvelle école de la deuxième chance qui se trouve au moule, qui est actuellement l'espace régional, qui se trouve à l'Écluse. Mais pour des jeunes qui ne maîtrisent pas, effectivement, ça prend du temps. Mais ça dit que nous sommes restés un peu dans une logique d'une action de formation en situation de travail. Donc une année, c'est pas trop pour ce qu'il y aura à faire sur tout le stade. Donc si on comprend bien, c'est tout le stade, pas la façade principale. Non, pas la façade principale. Alors, je préfère ne pas m'avancer parce que cette partie sera encore décidée avec la municipalité et avec le centre de formation. Mais pour l'instant, on s'était arrêté sur tout le stade. Quoi. Mais je ne sais pas, est-ce que ça a été... Est-ce qu'on a gardé le...
Si c'est tous les murs, enfin, je suppose qu'il y a 4 murs intérieurs-extérieurs, je veux bien comprendre. Mais c'était juste une façade. Une année, ça me semblait pas très équilibré. C'était juste une remarque que je portais. C'est porté sur le document, me dit-on, la façade. Donc il faudrait qu'on soit précis sur cela pour savoir effectivement qu'est-ce qui sera fait, qu'on puisse communiquer correctement avec la population sur si c'est la façade ou bien s'il y a besoin d'autres murs qu'on en discute, parce qu'il y a d'autres murs qui seront encore mis en évidence, parce qu'avec les collègues qu'on a travaillé, on voyait bien le mur à l'entrée du bourg à côté du marché. C'est un mur blanc qui est vide là. C'est un mur soudainement qui est vide là aussi. Donc il faudrait peut-être qu'on précise ça clairement pour savoir si c'est tout le stade ou mettre en évidence ce travail à travers d'autres murs. Et le projet n'est pas figé, c'est-à-dire que c'est le commanditaire qui va définir un peu ce que nous allons faire, hein. Mais nous sommes prêts à toute proposition. C'est pour seulement aider d'une part la commune à s'en délire et permettre aux jeunes de s'insérer. Nous sommes bien d'accord, oui. Vous dites que le projet n'est pas figé. Donc, est-ce que ça veut dire, si on aura encore un autre mur, est-ce que la participation de la commune devra augmenter, ou bien ce sont les 9 000 € qui seront toujours pour... Alors, je dirais que le calcul, le coût avait été défini par rapport au mur, et notamment à la matière nécessaire pour réaliser ce qu'on avait défini. Mais si, alors, je crois que la question a toute son importance et je ne peux pas non plus répondre et qu'on puisse dire que non. Je crois que s'il y a lieu d'améliorer, d'aller plus loin dans cette proposition, ça fera l'objet d'un amendement et à ce moment, on va pouvoir en discuter. Mais au regard de ce qui avait été défini, c'était le mur du stade. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que l'apport de la commune sera augmenté? Non, l'apport de la commune reste sur ce qui avait été défini, parce que si on augmente le nombre de murs, ça va aussi augmenter la matière d'œuvre. Oui, Madame Saï. J'ai soudainement une idée. Est-ce que vous allez faire peindre un peu ce qu'on a connu jusque-là? Ou alors il y a la nouvelle mode qui veut que l'on peigne des têtes, un berger. Et nous avons quelques têtes à faire au nom de la culture, hein, à mettre en exergue pour la montagne. Est-ce qu'on pourrait profiter de l'occasion? Je répondrai que tout est possible. Mais ce n'est pas moi qui décide, ce sera une décision qui sera prise avec les jeunes, avec la collectivité et aussi, bien sûr, avec l'équipe pédagogique, mais l'équipe pédagogique en général travaillera autour des propositions. Alors, comme c'est pour aujourd'hui, commencez déjà par dire que peut-être que ça arrivera. D'accord. Madame Perman. C'est noté. Oui, concernant les 10 jeunes qui sont déjà présélectionnés, donc les 14 vers lesquels vous voulez tendre, est-ce que ce ne sont que des jeunes hommes ou il y a des femmes? Des jeunes mères? Je n'ai pas, c'est mixte, je n'ai pas le nombre, mais c'était une sélection mixte, on travaille toujours en... Alors sur la liste, c'est-à-dire que je me suis renseigné aujourd'hui auprès de madame, la directrice de l'école de la deuxième chance, et elle m'a dit qu'elle avait déjà reçu 10 Lamantinois. Alors, je ne sais pas si le nombre de femmes qu'il y avait, elle ne m'a pas précisé tout cela, mais en général, nos formations sont mixtes. Maintenant, ce travail est fait bien sûr avec le CECAS, avec le pôle social de la montagne. Donc, ensemble, nous allons définir et faire le choix de ces profils. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose à mettre à éclaircir, hein, parce que la présidente de CECAS est à côté de moi, elle n'est pas vraiment, mais il y a un pôle social, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faudrait quand même qu'on ait quelques précisions sur le mode de sélection de ces 14 jeunes Lamantinois.
D'accord? Donc on a la certitude que c'est 14 la Montinois, c'est très bien. Est-ce que tu as des précisions à donner? Oui, madame Tico. Je voudrais juste ajouter le service insertion et médiation sociale. Quand on a eu l'information par voie d'information, la technicienne de médiation sociale, Madame Ratier, a été sur le terrain. Il a déjà pu recevoir 8 jeunes qui ont été proposés à Guadeloupe Formation et elle continue ce travail avec le service insertion. Donc, enfin, dans le service insertion. Donc, on fait une proposition à Guadeloupe Formation qui ensuite va faire son choix par rapport à certains critères. Et c'est qui le référent politique sur ce dossier-là avec toi? C'est Madame Pagès. D'accord. Chers collègues, je pense que Guadeloupe Formation a répondu à vos questions. Moi, pour ma part, je considère que c'est un projet qui a du sens, qui apporte du nouveau sur le territoire, parce que ça fait longtemps qu'on espérait, parce que je sais qu'il y a d'autres collègues comme Marie, Jacques et d'autres, pardonnez-moi si j'en oublie, qui appelaient de leur vœu, en tout cas, de peindre certains murs de la ville pour égayer la ville. Ce projet-là a du sens. En plus, si nous aurons après, à l'issue de cette formation, des acteurs qui seront en capacité de travailler encore sur le territoire dans une certaine mesure. Donc je pense que c'est une très bonne chose. On enlève des jeunes sans diplôme, on les apprend à se réinsérer, ils seront formés. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc si vous ne voyez pas d'inconvénients, on va tout de suite passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Adopté à l'unanimité. Je remercie Guadeloupe Formation et puis je vous libère, monsieur, de votre venue. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Allez. On va poursuivre le débat. Chers collègues, on va revenir à l'ordre du jour. Et approbation du procès verbal du 15 avril 2019. Y a-t-il des remarques? Monsieur Saint-Célie. Oui, merci Président. Donc, je voulais juste apporter une correction à la page 3. À ce que j'ai dit, en fait, c'est une précision. Ce que j'ai précisé, c'est que la réception des lettres de relance était souvent postérieure aux dates limites de paiement, mais aussi à la date portée sur les enveloppes, le cachet de la poste faisant froid. D'accord? La maman, ça nous a retenu. La correction. Pardon? Tu veux reprendre, Jean-Louis? Alors, ce qu'il faudrait préciser juste après la première phrase, donc, M. Saint-Célie relève concernant les impayés gérés, page 3, relève concernant les impayés gérés initialement par la Générale des Eaux, que la réception des lettres de relance était souvent postérieure aux dates limites de paiement, mais aussi à la date portée sur les enveloppes de cachet, sur les enveloppes, le cachet de la poste faisant froid. Y a-t-il d'autres remarques, chers collègues? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Péricla, qui s'abstient, qui est absent? Avec la correction, bien sûr, que souligne M. Saint-Célie. Merci. Le point numéro 2, rapport de présentation des effets par le collègue Lucien Bouzor. Collègue, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. La commune de Lamentin a engagé depuis 2015 une démarche de réorganisation et d'amélioration du fonctionnement des services, en bâtissant notamment un nouvel organigramme se voulant clair et symbole de rigueur. Cependant, tout comme le contexte de notre société actuelle, l'administration territoriale est en éternelle mouvance et se doit d'être adaptable pour faire face aux enjeux à venir.
L'organigramme étant la traduction première de cette faculté d'adaptation doit pouvoir être revu et modifié en fonction des différentes évolutions. Aussi, le statut de ce dernier voté en 2015 est maintenu, mais certains changements, reflets de la réalité, doivent être opérés. Il est ainsi proposé au conseil municipal de déplacer le service vie associative du pôle enfant-jeunesse et cohésion sociale vers le pôle culture, sport et loisirs. De créer le service animation de quartier et démocratie participative au sein du pôle enfance, jeunesse et cohésion sociale. De créer le service personnes âgées et personnes en situation de handicap au sein du pôle enfance, jeunesse et cohésion sociale. De modifier l'intitulé du service marché public en service marché public et prospective financière, désormais en charge des subventions, de déplacer le service sécurité actuellement rattaché à la direction générale des services vers le pôle services techniques et développement durable et de l'intituler service sécurité et prévention des risques majeurs. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? À moins que... Oui, monsieur Rivla. Est-ce qu'on peut m'expliquer la différence en termes de champ d'action entre ce que fait le service vie associative et animation de quartier? Madame Thibault. Alors, pour l'animation de quartier, en fait, le service est chargé de mettre en place l'animation dans les quartiers, créer une émulation avec les associations de quartier, mais aussi les habitants. Oui. Et pour ça, les vie associative, c'est bien avec les associations. C'est ça. L'animation en général, c'est le domaine d'intervention des associations. Alors, ce déplacement avait été fait parce que dans la pratique, les associations qui demandent des subventions étaient en majorité des associations culturelles et sportives, et il était plus logique que la vie associative soit déplacée vers le service, vers le pôle culture, sport et loisirs. Parce qu'en fait, la vie associative ne se limite pas à l'animation des quartiers, parce que la vie associative, les associations participent à d'autres événements, notamment lors des fêtes, etc. Donc c'est beaucoup plus large. Et l'animation des quartiers, c'est quelque chose de plus précis, ça peut être institutionnel, ça peut être une rencontre, mais ça se fait quand même avec les associations. Alors, peut-être dans la pratique, parce que la vie associative, il y a un suivi pour les subventions, au contraire, il n'y a pas que l'activité de l'association, il y a la partie administrative de l'association. Tandis que l'animation de quartier, on utilise des associations, mais on peut utiliser aussi d'autres acteurs qui nous permettent d'animer les quartiers, qui ne sont pas forcément des associations, des partenaires qui ne sont pas forcément des associations du quartier. Mais je comprends ta logique, hein, il aurait peut-être été possible dans un avenir de fusionner les deux. Mais pour l'instant, nous sommes en développement sur ce côté de la question, parce que l'animation de quartier ne se faisait pas jusque-là. Donc aujourd'hui, on est en train de créer des choses pour qu'effectivement faire vivre les quartiers, déjà les définir, etc. Peut-être qu'à terme, effectivement, on verra qu'il faudra fusionner aussi bien la vie associative que la vie des quartiers. Pour l'instant, on est en M. Bozo, si je me trompe, on est en plein développement au niveau des associations, parce qu'il y a tous les jours des associations qui se créent, etc. Et donc c'est un autre service qui doit pouvoir gérer cet aspect-là et non la mise en œuvre des projets. Si tu veux apporter une précision, M. Bozo. Oui, merci. Je vais apporter une précision. Il n'en demeure pas moins que l'animation de quartier, autant que la vie associative, est une délégation unique. D'accord? Même si ce sont deux entités, parce qu'il y a deux chefs de service différents par rapport à la charte du travail aussi, parce que la vie associative en elle-même, c'est énormément de boulot.
Après, je voulais juste apporter l'information suivante aussi, c'est qu'au préalable, il n'y avait pas de délégation vie associative, ni d'animation de quartier. Donc ça a été créé. Et donc par le fait même des choses, le fait de le créer, ça a demandé un certain nombre de choses à mettre en place, de dynamisme, etc. Et dans l'État, ça fonctionne très bien, mais il n'en demeure pas moins, je comprends très bien ta question, mais ça reste quand même sous le contrôle des chefs de service et de l'élu que je suis. Oui. Enfin, je suis surpris d'entendre qu'il n'y avait pas de service à animation de quartier. Je peux même me rappeler, pour avoir été à l'origine de la création de ce service-là, animation de quartier, et qui fut là, ça remonte déjà à quelques années. Oui, peut-être pas là. Mais il y avait un service animation de quartier, il y a deux membres du personnel qui ont été formés, qui sont partis en stage, et qui avait un service effectif au matin avec les associations. Et à ce temps-là, je dis bien que ça remonte à quelques années. Et il y avait une véritable animation parce qu'il y avait des débats, il y avait des échanges au sein de la population. Et on pouvait, par le biais de ces services-là, peut-être pas, on pouvait initier une orientation de la politique culturelle à mettre en place par la collectivité, mais en accord avec les associations, mettre ça en place. Et c'est pour ça que je dis, l'animation, c'est l'affaire des associations, mais reflète quand même une vision de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre en place, parce que dans cette société-là actuellement, il y a des initiatives à prendre pour, je le dis en parenthèse, remettre les choses en place. Et ça, c'est par le biais des associations qu'on peut le faire, mais avec une vision politique qui donne le là. Donc c'est pour ça que moi je comprends, et je crois que le président Titian a bien compris ça, qu'il serait beaucoup plus judicieux que ces deux services travaillent de concert. En plus, ils ont le même responsable, le même référent politique. Ah non, mais ils travaillent de concert. Il n'y a aucun problème là-dessus, ils travaillent de concert. Oui, absolument. Alors, donc on est d'accord. On est d'accord sur la vision. C'est-à-dire que, alors, si d'autres avant nous ont jugé utile de supprimer ces services-là, mais M. Bouzor le souligne, quand nous sommes arrivés, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on a mis ça en place, on est en train de fonctionner, on va monter en puissance et peut-être qu'à terme, cela va se justifier pour que les deux services soient confondus. Mais pour l'instant, il y a les deux gestions qui se font séparément au niveau de l'administration, mais c'est le même élu qui est en charge de cette délégation. Donc il y a bien sûr, dans ce cas-là, la vision politique. Parce que effectivement, c'est le même élu qui porte la délégation. Donc on est tout à fait en adéquation avec ce que vous dites. C'est seulement qu'à terme, les deux services pourront éventuellement, en fonction des évolutions, se confondre. OK? Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Yvonne. Oui, en fait, juste une petite remarque. Il y a une erreur qui s'est glissée dans l'organigramme. Et c'est marché public et prospective financière. Et c'est écrit perspective financière. Marché public et prospective financière. Vous allez corriger ça. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote, chers collègues. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. On va passer tout de suite au point 3. C'est Madame Christiane Trey qui nous fait le rapport de présentation. Le collègue de la parole. Merci, Président. Bonsoir, chers collègues. Avancement de grade des agents de la collectivité, création de postes. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, et ce même lorsqu'il s'agit de modifier
le tableau des emplois. À cet effet, après consultation du tableau des effectifs budgétaires, il est nécessaire de créer le poste suivant. Catégorie A, filière technique, un ingénieur principal à temps complet. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3. Vu le tableau des emplois, le maire propose à l'Assemblée d'adopter cette proposition, de modifier ainsi le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Donc, c'est juste une question de procédure. Hein. Donc, c'est habituel, on a l'habitude de faire ça. Y a-t-il une question? C'est une question de procédure. C'est dans la procédure qu'on veut créer un emploi pour les nominations futures. Ça passe devant le conseil municipal et voilà. Oui, mais bon, quand on veut créer un emploi, c'est qu'il y a une nécessité. Oui, il y a besoin, oui. Alors justement, c'est ce que j'ai envie de savoir. Un ingénieur principal pour faire à temps complet, pour faire quoi dans quel secteur? Alors, il y a un agent de la commune qui a passé son concours et qui l'a réussi. Et qui est envoyé de la commune qui l'a réussi. Et donc, donc c'est quelqu'un qui est déjà en place. Absolument. Ok, donc il n'y aura pas de beaucoup de temps, c'est pour. Ok, d'accord. D'accord. Ok. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Le point 4, rapport de présentation, nous est fait par le collègue Christian Citadel. Collègue, tu as la parole. Merci de passer la parole. Bonsoir. Le lycée général des technologies Sony Weber a organisé un séjour linguistique et culturel à Trinidad du 26 avril au 3 mai 2018 pour 33 élèves de première et terminale. Ce projet pédagogique avait pour objectif de permettre à un grand nombre d'élèves ayant parrainé des camarades de bénéficier à leur tour des bienfaits d'un séjour linguistique et culturel axé sur la pratique quotidienne de l'anglais et de l'espagnol et la découverte d'une autre culture. Le coût total du séjour est estimé à 39 674 € et 84 centimes pour les 33 élèves participant au voyage. Le budget prévisionnel est le suivant. Dépenses, toujours pour les 33 élèves, le transport 15 051,63 €, l'hébergement 8 142,75 €, restauration 7 920 €, excursion et visite 1 980 €, 10 cours de langue 3 696 €, frais de dossier 2 749,89 €. Ensuite, les recettes, toujours pour les 33, l'autofinancement, participation parentale 7 920 €, l'établissement 2 000 €, la région 1024,75 €, la mairie, les mairies 1500 €, la CAF, la Caisse d'allocation familiale 3500 €, autre financement, foire, tombola, spectacle, action par an, cagnotte en ligne, 23 730,09 €, soit un sous-total pour les élèves de 39 540,27 €. Les dépenses pour les accompagnateurs, ils étaient au nombre de 3, transport 1368,33 €, l'hébergement 740,25 €, la restauration 720 €, excursion et visite 180 €, frais de dossier 249,99 €. Pour les accompagnateurs, le sous-total s'élève à 3 258,57 €. Ça fait un total élèves et accompagnateurs de 42 798,84 €. Ils ont eu une remise de 3 124 €. Donc le total est de 39 674,84 € et le total des dépenses, des recettes, 39 664,84 €. Le maire propose au conseil municipal d'attribuer une subvention de 319 € pour les 7 élèves domiciliés à Lamentin.
qui sont félicités. Estéon Evans, Ahmed Mehdi, Branco Mélissa, Rémi Agricole Anthony, Estelle Mariek, Urgin Dylan, la Violette Noémie. Je vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? Monsieur Duplan. Le maire propose au conseil municipal d'attribuer une subvention de 319 € pour les 7 enfants. C'est pour l'ensemble ou 319 € par élève? Pour l'ensemble. Ça veut dire 45 € par élève? Alors, monsieur Citadel, tu peux expliquer ça ou bien c'est madame Tico qui fait l'explication? Non, monsieur Veublas s'étonne du montant de 45 € par élève parce que nous versons 319 € pour les 7 élèves. Donc, pour qu'ils comprennent pourquoi ce calcul-là, pourquoi c'est ce montant qui a été retenu. C'est le montant qui a été demandé par l'école. Ce qui est demandé? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, il demande, si vous vous souvenez bien, monsieur Veublas, il demande 1500 € les mairies. Chaque mairie. Oui, mais si c'est ce qu'ils ont demandé. Voilà. D'accord. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci pour les élèves de la matin. Le point numéro 5. Le rapport de présentation nous est fait par Mme Manuela Mitouni, collègue. Merci, Président. Modification des tarifs d'accueil de loisirs sans hébergement. La ville de Lamentin tient à développer sur son territoire une politique en direction des enfants durant les grandes vacances afin de proposer une ouverture éducative aux plus jeunes. À cette fin, elle organise un accueil de loisirs sans hébergement à LSH au mois de juillet pour les enfants de 6 à 12 ans. Il s'agit d'un accueil de loisirs éducatifs déclaré au préalable à la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, DJSCS, dont les intentions éducatives sont de créer un lieu de détente, de socialisation et de découverte complémentaire à l'école et à la famille, proposer des réponses liées aux besoins et difficultés des familles par la mise en place d'une structure d'accueil. Les enfants seront accueillis par une équipe d'animateurs selon la réglementation en vigueur du lundi au vendredi de 7h30 à 17h à l'école de Blachon. Le soutien de la caisse d'allocation familiale a permis à la commune de bénéficier d'un accompagnement financier. Ainsi, les tarifs ont été réduits pour permettre aux familles les plus défavorisées d'inscrire leurs enfants à la CLSH. En 2018, la tarification était fixée. Alors, quotient familial, parents allocataires pour un quotient familial de 0 à 900 €, 55 €. Parents allocataires avec un quotient familial variant entre 901 à 1200 €, 60 €. Parents allocataires où le quotient familial est plus de 1200 €, 65 €. Parents non allocataires, 65 €. Cependant, il convient de procéder à une augmentation des tarifs pour améliorer la qualité du service rendu aux familles. Activités, sorties, intervenants. Ainsi donc, les tarifs devraient augmenter sans que les familles à faible revenu soient pénalisées. Le coût réel d'une place en ALSH pour un enfant est environ 430 €. Repas, sorties, transport, intervenants, charges salariales. Pour l'accueil de loisirs sans hébergement effectué en 2018, la commune a dû investir à hauteur de 25% de la somme totale en complément de la participation des parents et de la CAF.
pour favoriser l'accès à tous à une activité de loisir. À compter du mois de juillet 2019, la tarification sera fixée comme suit. Parents allocataires, quotient familial qui varie entre 0 à 900 €, 60 €. Parents allocataires où le quotient familial varie entre 901 à 1200 €, 80 €. Parents allocataires où le quotient familial est plus de 1200 € et les parents non allocataires pour un tarif de 100 €. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues, pour les jeunes lamantinois que nous devons servir au mieux. Le point numéro 6, le rapport de présentation est fait par la collègue Marianne Moïse. Ah d'accord, c'est français. Ok. Merci, Président. La deuxième édition de la matinée pause bien-être et santé sera organisée le vendredi 17 mai 2019 à la salle des fêtes de 9h à 16h par le service personnes âgées et personnes en situation de handicap. Cette manifestation, qui a eu un vif succès en 2017, a pour objectif, grâce au conseil avisé des professionnels des secteurs différents, de permettre aux seniors de se rencontrer sur un même lieu dans une ambiance chaleureuse et conviviale, de découvrir et de confectionner par exemple des produits cosmétiques au naturel, de se relooker, etc. Des mini-conférences seront proposées au public ainsi que des ateliers tout au long de la journée. Cosmétiques au naturel, massage des pieds et des mains, marée-tête, coiffure au naturel, info pratique santé, diététique, animation cuisine, access bar, smoothie gourmand, relooking, défilé de vêtements, prévention et initiation au premier secours, jardinage et produits locaux, plantes médicinales au jardin, gymnastique douce, exposition de matériel médical, prestations musicales. Le budget de l'action est estimé à 4 691,59 €. Les dépenses sont les suivantes. Les faits solidaires, cosmétiques au naturel, massage des pieds et des mains, smoothie gourmand pour un montant de 2 160 €. Décoration de salle, 100 €. Prestations sono, 672,70 €. Gym 12 Siroca, 120 €. Animateur, 600 €. Collation, 188,89 €. Access bar, 200 €. Autres prestations, 500 €. Coiffure au naturel, soins et conseils, c'est gratuit. Sapeur-pompier aussi. Atelier marée-tête, 150 €. Défilé de mode gratuit. Jardinage plantes médicinales et arbres fruitiers gratuit. Prestations musicales gratuit. Ergothérapeute, réseau diabétique, matériel médical gratuit. Tout ceci pour un total de 4 691,59 €. Je vous demande d'en délibérer. Alors, il y a juste une petite difficulté parce que le montant qui est porté sur la première feuille de présentation et dans le tableau ne correspond pas. Oui, madame, c'est comment? Oui, vous avez raison, il y a une erreur. Le vrai montant, c'est 4 691,59 €. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Oui, monsieur Félicien. Est-ce que, Madame Tico, nous avons eu des partenaires sur cette opération? Alors, au niveau des partenaires, nous avons eu des prestations qui ont été offertes, comme la décoration, par exemple, la décoration florale. Et, coiffure naturelle aussi, a fait sa prestation gratuitement. En fait, tout ce qui est gratuit a été... pour moi, ce sont des partenaires, en fait. Je
Je ne sais pas si c'était vraiment. Je les ai pas portés dans le tableau. Si, ils sont dessus. Oui, tout ce qui est gratuit. Une question. Madame Williams. Alors, je me rappelle que l'an dernier, lors de la commission, on avait insisté pour que le conseil départemental soit un des partenaires de cette manifestation. Cette année, je réitère cette demande parce que c'est une action qui est portée pour les seniors et les personnes en situation d'handicap. Je ne comprends pas que le conseil départemental ne soit pas un de nos partenaires. Donc je le dis devant le conseil municipal parce que comme nous sommes en commission, vous n'êtes pas là, mais sachez que je l'ai demandé. Donc je réitère cette demande parce que j'entends, oui, c'est une belle manifestation, oui, ça s'est bien passé, mais pour ce genre de manifestation, nous avons des prestataires tels que le conseil départemental et bien d'autres, donc ils doivent peser de leur poids sur le territoire. Je vous en remercie. Oui, Madame Tico. Alors, effectivement, nous avons pris en compte la remarque qui avait été faite lors de la commission. J'essaie de parler un peu plus fort. Et en fait, nous avons fait le dossier de subvention. Cependant, nous l'avons transmis au service subvention, mais il n'avait pas encore été finalisé. Et par rapport à la date, nous avons préféré, avec Madame Népon, faire quand même la manifestation pour honorer ce qui avait été prévu. Nous avons transmis. Au niveau du pôle, elle avait été faite, elle a été transmise au service subvention qui n'avait pas encore finalisé. Donc, je fais une petite remarque pendant que je Oh, Nico, s'il vous plaît. Et je fais une petite remarque, c'est que quand vous faites des demandes de subvention au conseil départemental, quel que soit le service, je ne suis jamais informée. Bon, moi, ce que j'espère que l'année prochaine, on ne va pas louper la participation du conseil départemental parce qu'effectivement, c'est une délégation, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, comme le soulignait Mme Wiga, c'est une délégation du conseil départemental. Donc, on doit pouvoir leur demander leur participation sur le territoire de la montagne au profit de nos personnes âgées. Ce serait une très bonne chose. OK? Président. Oui. Mais la manifestation a eu lieu, mais est-ce qu'on peut encore demander une subvention au conseil départemental? Non? C'est trop tard? Si vous avez fait la manifestation, vous avez le moyen de faire une manifestation. Donc, elle a été faite maintenant. On peut plus. C'est fini. C'est terminé. Mais en tout cas, ça a été une réussite. Ça a été une réussite. Mais même au-delà, je pense que s'ils avaient transmis le dossier à temps, je pense que Mme Ertico a expliqué que c'est le service qui n'a malheureusement pas eu le temps matériel de le faire. Et la date était déjà proche, donc on a dû faire sans. On peut l'entendre, on peut le comprendre, de toute façon, il n'y a pas de souci. On s'organise pour que l'année prochaine, on ne rate pas cette occasion. On va tout de suite par oui. Aussi, par rapport à l'enveloppe budgétaire du service, nous étions en attente en fait du retour de l'enveloppe budgétaire, mais nous n'avons pas, il était difficile de savoir quoi faire par rapport aux demandes de subvention. Même à partir du moment où c'est un partenaire qui est officiel pour intervenir sur cette délégation, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut aller directement. Je pense maintenant, dès l'instruction du dossier, il faut aller chercher ces subventions, ce sera encore des économies que la commune doit faire. Plus on fait des économies, plus on s'enrichit. D'accord? Il n'y a pas de petite économie. D'accord? Oui, Madame Belfort. J'ai une remarque par rapport à cela et je vais revenir par rapport à la réaction de Mme Blazager. Je suis, moi, en tant qu'élue, j'aimerais que le service, pour l'année prochaine, qu'on n'ait pas ce genre de discussion à avoir en conseil municipal. Merci. Je pense que tout le monde a compris.
Mais je ne sais pas, le conseil municipal, c'est un débat. C'est pas antinomique d'avoir ce genre de débat au conseil municipal. Chers collègues, je suis désolé de le dire. D'accord. Non, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'avoir en tout et pour tout, mais si quelquefois il y a quelques loupés, c'est pas antinomique. Le conseil municipal, c'est un débat. Oui, mais je vais être un petit peu plus précise. Je m'adresserai au service et j'aimerais que ce genre de situation ne se présente pas ici. Non, mais Madame Belfort, je l'entends, mais le service a expliqué les raisons pour lesquelles ils ont raté, loupé, si vous voulez, le conseil départemental. Donc je pense que je l'ai dit, ils ont pris conscience de cette affaire-là en matière économique. Donc on va faire des économies en sollicitant un maximum de partenaires. Ça va dans l'ordre des choses. Donc je pense que c'est entendu de la part de tout un chacun. S'il n'y a plus de remarques, on passe au vote, chers collègues. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Donc le point 7, il a été déjà traité. Nous passons tout de suite au point 8. Le point 8, le rapport de présentation nous est fait par le collègue Jean-Louis Sassidi. Collègue, tu as la parole. Merci, Président. Les 7 et 8 décembre dernier s'est tenue avec succès la manifestation annuelle Noël Montainbelle dans le bourg de la Montagne. Pour rappel, une délibération avait été prise à l'unanimité lors du conseil municipal du 20 novembre 2018, autorisant l'organisation de cette manifestation. Cette délibération était également un élément important du dossier de demande de subvention dans le cadre du programme européen LEADER. Ce dossier étant toujours en cours d'instruction à la CNBT, avant transmission au conseil régional qui gère les fonds LEADER, il est demandé à la ville de La Montagne de prendre à nouveau une délibération présentant le budget global de la manifestation en hors taxe et non en TTC, comme cela avait été fait lors de la séance du 20 novembre dernier. En conséquent, le coût total hors taxe de la manifestation à valider est de 24 953,58 €. À cet effet, ce montant hors taxe est soumis à l'approbation du conseil municipal afin de se conformer aux règles du dossier de demande de subvention LEADER. Aussi, il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération numéro 2018-1194 en date du 20 novembre 2018 en remplaçant le coût total de la manifestation pour le montant hors taxe de 24 935,58 €. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Merci, chers collègues. Donc tout a été dit dans le texte, c'est clair, il y a plus de questions. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Bien, merci pour la tenue de ce conseil municipal. Vous avez bien sûr chaque reçu le rapport de la Chambre régionale des comptes rectificatifs, parce que le considérant 1 a été modifié, a été corrigé. Donc vous l'avez reçu pour information. D'accord? Monsieur Méribla, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui. Oui, parce que je n'ai pas là pour demander à ce que le point soit à l'ordre du jour, mais j'ai encore été interpellé sur la question de l'usine d'égarissage. Apparemment, c'est très dur sur des bords. Je ne suis pas passé, mais on m'a appelé de là. Et je me rappelle qu'on avait eu une rencontre avec le responsable, ça fait déjà quelque temps, et qu'il avait dit qu'il lui fallait mettre un délai de 6 mois pour remettre les choses en ordre. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez comme information à ce niveau-là, où en sont les choses, parce que je ne vous apprends rien en vous disant ça. Alors, pour ma part, je sais qu'il y a eu du bon et du moins bon. C'est-à-dire qu'il y a une période où effectivement on avait été alerté et le maire avait pris des mesures, il avait adressé un courrier à la direction du GDEC et
en les mettant en demeure de faire le nécessaire pour cesser ces nuisances à la population environnante. Il nous a expliqué qu'il y avait une panne ou un filtre qui était défectueux et ils ont fait le nécessaire. Apparemment, pendant un certain temps, il n'y avait plus d'odeur et aujourd'hui, apparemment, si vous le dites, c'est que ça revient. Donc, il faudra peut-être intervenir à nouveau auprès de la direction digitale pour faire cesser ces nuisances. Le maire aussi a bien interpellé la préfecture parce que ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas ce qui était prévu parce que quand le GIDEC s'est installé sur le territoire, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Il disait que c'était une usine qui était sans difficulté, on pouvait vivre à proximité aisément, mais apparemment, ce n'est pas toujours le cas. Alors, ils m'ont laissé entendre qu'à un moment donné, qu'il y avait quelques problèmes de procédure, dans la mesure où quand les voitures venaient déverser les déchets, les carcasses, les rideaux n'étaient pas fermés et en fonction du vent, ça pouvait effectivement aller sur la zone, polluer la quiétude, en tout cas des riverains. Ils ont remis tout ça en question, mais là j'apprends et je pense que la collègue Madame qui l'avait signalé aussi, que de temps en temps ça revient. Donc je pense qu'il faut faire une intervention auprès du GIDEC. Seulement je ne vous cache pas que même si la municipalité, le maire a la volonté de le faire, il a le pouvoir de le faire, peut-être d'interpeller le préfet pour arrêter l'activité du GIDEC. Vous voyez bien que ce sera quelque chose d'extrêmement difficile aujourd'hui par rapport au fait qu'il y a que cette entité-là sur la Guadeloupe. Et si par ailleurs on arrête, ça va créer d'autres soucis. Mais il faut qu'il trouve une solution impérativement pour cesser définitivement ces nuisances. Donc le maire sera informé et il donnera suite à cette information, bien sûr. Nous sommes d'accord? On me tient au point de la suite. Mais la population sera au courant, il n'y a pas de souci. Non, je ne parle pas de la population, je parle moi en tant qu'élu. C'est-à-dire parce que j'avais participé à une réunion ici, le responsable a pris des engagements. Peut-être, il y a eu une amélioration, mais ça ne roule pas. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Donc, ce n'est pas la population, c'est moi élu, parce que c'est à moi qu'on pose la question pour qu'il puisse répondre. Non, mais quand je vous dis la population, c'est pour vous dire que ce n'est pas une démarche qui sera secrète. C'est simplement ce que je veux dire. Ce n'est pas la peine de. Non, c'est quand je dis que ce sera une lettre claire, ce ne sera pas un secret, quoi. Ce sera. Voilà, quoi. Ce sera communiqué à qui veut le savoir. Il n'y a pas de souci, monsieur le Régulat. Et donc, à vous aussi. D'accord, c'est clair, ça. Non, mais ça fait tellement plus clair. Oui, nous pouvons non, ça fait plus clair. Non, c'est pour vous faire la démonstration que nous sommes dans la transparence sur ce dossier-là, il n'y a pas de souci. Donc il faut accepter de l'entendre aussi. Il faut accepter de l'entendre aussi. D'accord. Oui. Deuxième chose que je voudrais dire aussi, et là c'est peut-être que je vais déranger des collègues, mais je trouve quand même, je parle de la situation sociale qui est en Guadeloupe actuellement. Depuis quelques jours, il y a un syndicat qui ont déclenché un mouvement et qui demande notamment par rapport à la situation catastrophique, je ne sais pas si vous avez entendu les actualités, il y a une commission qui a reconnu la situation catastrophique de l'hôpital. Il y a un mouvement qui est en cours dans lequel les 11 syndicats demandent à ce que la situation sanitaire de la Guadeloupe soit traitée de façon exceptionnelle, compte tenu des conditions. Depuis que le collège à ce moment-là, il y a aussi au niveau de l'éducation nationale contre la suppression des postes, le mouvement est enclenché et personne, aucun responsable politique ou encore administratif ne reçoit les syndicats pour même demander au cas où je trouve que c'est inadmissible. Compte tenu de l'état dans lequel nous sommes dans ce pays-là, l'état sanitaire, on ne va même pas y revenir de l'eau, et moi je ne peux pas venir ici, un soir, à un conseil municipal, en qualité de représentant de la population, et pas dire rien, c'est ça. Donc, je propose,
je ne sais pas si on passe les boulets, mais moi, ce qui me concerne, je propose que le conseil municipal du Lamantin, les élus de la population lamantinoise, s'adressent aux responsables, aux préfets, aux responsables de l'ARS, aux recteurs, pour leur demander au moins de daigner recevoir les représentants et d'arrêter ce comportement que je trouve très méprisant par rapport à la situation guadeloupéenne. Donc je soumets ça aux collègues du conseil municipal. La dernière fois, on m'avait dit ah oui, nous avons assez sur nous, mais malheureusement, heureusement, nous l'avons pour ça aussi. Donc c'est ma proposition. Alors, moi, je vais vous répondre et ça n'engage pas le conseil municipal, ça engage M. Glorieux. Je pense que les élus, s'ils doivent faire une démarche, ils iront directement voir le préfet. Ils sont élus pour défendre les intérêts de la population. Et ce n'est pas à eux d'aller défendre les intérêts des syndicats et demander à recevoir les syndicats. Les syndicats savent faire ça, ils sauront le faire. Si les élus, et les élus que nous sommes, non seulement du conseil municipal de la Montagne, mais même au-delà, s'ils doivent, et ce sera certainement le rôle de défendre l'intérêt de la population guadeloupéenne de manière générale, ils sauront aller le faire devant le préfet. Et sans aller demander au préfet de recevoir les syndicats savent de faire leur démarche pour demander à rencontrer le préfet. Mais vous avez dit un certain nombre de représentants de syndicats qui sont en grève pour demander une rencontre du préfet, avec le préfet et les représentants de l'État. Mais ils savent le faire, ça. Non, peut-être avant de penser là, si on va comprendre, excusez-moi, c'est pour ça qu'on va parler. Non, mais vous pouvez parler des gens en fait ça. Oui, c'est ça, on va dire. Donc, ça, on va dire, on va parler des élus, on va parler des nous qui là. On va dire, nous, élus qui représentent la population, nous ne pouvons pas rester sans réagir pendant d'autres responsables, syndicats, etc., à boumer pour défendre ça, nous devons faire aussi, et que pour responsable, ni préfet, ni recteur, ni ARS, pas occuper les gens, et nous pas laisser un combat, comme si nous pas dedans. Et moi, moi élu, on dit que faut nous, si ces messieurs, au moins recevoir les représentants à mouvement là, parce que demain matin, il y a un chaud, moi qui ai trouvé le pays là, donc il y a un problème. Donc si, comment on a une proposition à faire, parce que moi-même, on peut faire de moi-même aussi, moi donc, on est institution ici, c'est pour ça qu'on va proposer là. D'accord. Alors, que dit en français? Que dit en créole? Que dit en anglais? C'est même plus dans la rapport, c'est même plus constant. Donc, le constant fait en français, dans un pays fait un pays dit en créole, pas parce qu'on a commencé à comprendre, mais c'est même plus constant. D'accord. Ok. D'accord. Chaque Guadeloupéen réagit en son âme et conscience. Chers collègues, merci pour la bonne tenue de ce conseil municipal. Messieurs et dames les administratifs, chères populations, et merci aussi à la presse d'être là. Merci beaucoup, Laurent Touché.